5 techniques pour enseigner le FLE au niveau A1. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir des techniques avancées dont je n'ai pas encore parlé sur la chaîne YouTube pour vous aider à faire les meilleurs cours possibles au niveau débutant total, en particulier au niveau A1. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez que j'ai beaucoup parlé de ce niveau sur YouTube. Je vous invite à aller voir toutes les vidéos que j'ai faites précédemment. Je vais essayer d'en mettre un maximum en haut à droite de l'écran. Mais aujourd'hui, on va parler de techniques dont je n'ai pas encore mentionné, qui peuvent fortement vous faciliter la vie si vous avez du mal à enseigner au niveau A0, A1 en particulier. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir quelles sont ces techniques. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que je viens de lancer une toute nouvelle formation qui s'appelle le Caméléon FLE, décrypter les personnalités pour créer des cours captivants et fidéliser un maximum d'apprenants en tant que prof de FLE en ligne. Comme son nom l'indique, vous allez devenir une sorte de psychologue, vous allez comprendre en profondeur les personnalités de vos apprenants grâce à un système qui permet d'analyser les personnalités qu'on appelle le MBTI efficace. Je me suis allié avec un expert du sujet pour vous proposer une formation de très grande qualité. Moi, il faut savoir que je l'ai suivi, j'ai suivi tout son contenu à cette personne et ça m'a permis de devenir un prof de FLE beaucoup plus performant, en tout cas en ligne. Et donc j'espère que cette formation va vous aider fortement à augmenter votre succès en ligne. Et j'ai mis d'ailleurs en garantie que si vous n'arriveriez pas à augmenter votre chiffre d'affaires d'au moins 30%, je vous rembourserai 2 fois le montant de la formation. Je vous invite à aller voir la vidéo de présentation que j'ai faite il y a quelques jours sur le sujet. Et cette formation est disponible seulement jusqu'au 13 avril à 23h59. Passé cette date, je ferme les portes. Profitez-en. Cette formation est donc encore disponible pendant 5 jours. C'est le tout premier lien dans la description. Alors, la première technique pour bien enseigner au niveau A1, c'est de faire attention aux énoncés, c'est-à-dire à votre façon de parler et à mentionner les choses en classe de FLE. Il faut savoir que quand on enseigne le FLE, en particulier, quand on va enseigner au niveau B1, par exemple, au niveau avancé, c'est pas grave en fait de trop faire attention au discours qu'on emploie, en particulier au niveau avancé, parce que les apprenants n'auront pas du tout de difficultés, ont beaucoup moins de difficultés à comprendre des discours un peu plus complexes et un peu plus sophistiqué. Mais au niveau A1, c'est pas du tout le cas, comme vous le savez, donc il va falloir faire attention à notre naturel. Notre naturel, c'est plutôt d'utiliser des mots parfois qui sont pas du tout adaptés au niveau débutant total. On va voir des exemples dans un instant. Ou bien de faire des énoncés qui sont beaucoup trop longs, des phrases à rallonge, ça c'est pas bon non plus. Ou encore, ça c'est encore le pire, c'est quelque chose que je faisais énormément quand je débutais l'enseignement du FLE au début, c'est utiliser une grammaire qui est trop difficile. Bien sûr, parce que nous, on va utiliser de la grammaire à partir du niveau B1 jusqu'au niveau C2, de manière assez naturelle, parce qu'il y a pas mal de mots en fait, pas mal d'expressions avec de la grammaire complexe, en particulier le subjonctif qu'on va employer très souvent en français, et au niveau A1, bien sûr, c'est pas du tout une bonne idée. Alors moi, ce que je vous conseille comme première technique pour pallier ce problème, c'est de faire attention à la forme. Une technique tout simple que j'ai utilisée moi depuis quelques années, ça fait maintenant 4 ans que j'utilise et je vous invite vraiment à la faire, c'est de, quand vous avez un énoncé à dire, de décomposer chaque mot un par un. Par exemple, là je parle normalement, vous voyez là je suis en train de vous parler, et maintenant je commence à faire ce genre de choses. Si vous parlez un petit peu comme ça, vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile pour les apprenants de vous comprendre, bien sûr, parce que vous allez parler plus lentement, et puis vous aurez le temps d'anticiper ce que vous allez dire. En fait, entre chaque mot que vous allez dire, vous aurez un petit laps de temps de quelques secondes, alors ça peut paraître rien, quelques secondes, mais pour votre cerveau, ça sera plus simple de trouver des mots plus adaptés, une grammaire moins complexe, et de parler, bien sûr, avec un discours beaucoup plus court, parce que moins il y a d'éléments dans votre phrase, plus ça sera simple pour votre apprenant pour comprendre. Quelques exemples ici, si vous disiez par exemple des énoncés comme « il faut que tu fasses l'exercice », déjà ça va pas, parce qu'il faut que tu fasses, c'est du subjonctif, c'est trop compliqué pour les apprenants au niveau débutant. L'énoncé, vous voyez qu'il n'est pas non plus atrocement long, mais il est déjà un peu long, on peut le raccourcir en utilisant l'impératif « faites l'exercice ». Déjà, on est dans quelque chose de beaucoup plus simple, et en plus de ça, autre chose d'important que je n'ai pas forcément précisé ici, mais c'est pas parce que vous dites un mot qui est proche de l'anglais, hein, vous vous rappelez, j'avais déjà parlé de ça, en utilisant des mots transparents avec l'anglais, c'est quelque chose qui est très bien de faire au niveau A1, parce qu'en anglais on a exercise, en anglais on a exercice, mais c'est pas parce que vous dites exercice que l'apprenant il va forcément comprendre que c'est exercise. Et c'est à vous en fait d'écrire le mot sur un Google Doc ou un document Word, et de prononcer ce mot. Voilà. Et l'apprenant, là, il va forcément comprendre que c'est exercise en anglais. Mais si vous n'écrivez pas sur ce mot, il y a des chances que l'apprenant ne comprenne pas, même si c'est un mot qui est proche de l'anglais. Moi, ça m'était arrivé il n'y a pas très longtemps. Je voulais vous expliquer ce mot-là, atout, et j'avais écrit
Déjà, atout, ça n'a rien à faire en A1, mais bon, j'avais fait cette erreur-là, et j'avais donc écrit avantage. Enfin, j'avais prononcé le mot avantage, et je me suis dit, oh, qu'il n'y aurait pas de problème, parce que advantage et avantage, c'est quand même proche. Eh bien, figurez-vous que y a des apprenants qui m'ont dit, oui, mais je ne comprends toujours pas, c'est quoi avantage? Alors qu'en fait, j'aurais dû écrire le mot avantage, en fait, ou carrément reformuler ma phrase. Voilà. Et donc là, vous voyez que apprendre le français donne de nombreux atouts, c'est un peu compliqué, hein. Et moi j'ai reformulé, hein, le français est bon, voilà, utilisez des mots comme bon ou bien, utilisez des mots les plus simples possibles en fait au niveau A1, et puis futur, pareil, vous l'écrivez parce que c'est pas ce que vous dites futur, futur, vous voyez c'est quand même différent, donc il faut quand même écrire certains mots pour faire le lien avec l'anglais. La deuxième technique, c'est de faire attention au non-verbal. Ça, c'est super important. Vous le savez, j'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne. J'en ai fait un short. D'ailleurs, je vais mettre le lien ici, si vous voulez, parce que j'entre un peu plus dans les détails. Il y a 5 choses dans le non-verbal à faire attention. Parce que le non-verbal, ça ne veut pas juste dire faire des gestes ou articuler. Bien sûr, il y a plus de choses. La première des choses, c'est de faire attention à votre débit vocal. On vient de le voir un exemple dans un instant, il y a un instant, mais ça compte énormément. Le fait de parler lentement vous aidera donc à être plus clair et plus compréhensible pour vos apprenants. Le deuxième point, c'est l'articulation. Si vous arrivez à bien articuler quand vous parlez, à bien, moi j'articule un petit peu, j'exagère un petit peu souvent, parce que dans la vraie vie je parle pas forcément comme ça, mais j'adore bien articuler les mots, parce que je sais que ça a de l'impact pour l'oreille de mes apprenants. Ils vont arriver à retenir beaucoup mieux du fait que j'articule beaucoup plus. Le troisième point, c'est de soigner la projection de la voix. Parler plus fort, ça va aider aussi à la compréhension. Ne parlez surtout pas dans votre barbe, parce que les apprenants, non seulement ils vont rien entendre, ils vont pas être sûrs d'avoir compris, et en plus, ça n'aura pas d'impact et ça ne va pas aider les apprenants à comprendre beaucoup mieux. Le quatrième point, c'est de faire attention à la hauteur de ton, c'est-à-dire qu'il va falloir faire porter sa voix, essayez d'avoir, si vous le pouvez, avoir des tons un peu plus graves sur votre voix. Bon, c'est vrai que votre voix, vous ne pouvez pas la changer, mais très souvent, le fait de porter sa voix, de parler plus fort, ça va beaucoup aider. Et le cinquième point, c'est de faire attention à la prosodie. Ça, je n'hésite pas aussi à en abuser en cours de FLE niveau A1. C'est-à-dire qu'en fait, quand c'est une question, je vais monter la voix, quand c'est une exclamation, la même chose. Essayez de varier un petit peu la mélodie pour mieux faire comprendre un message, en fait. Ça peut être très efficace aussi pour faire comprendre si un mot il est plutôt positif, négatif, et s'il y a une émotion particulière, ça peut être très utile de faire varier la prosodie de votre voix. La troisième technique, c'est d'utiliser un maximum de visuels. Vous savez, hein, j'en ai déjà beaucoup parlé pour le niveau débutant, le visuel va aider à faire comprendre sans passer par la traduction, parce que le gros piège quand on enseigne à ce niveau-là, c'est de vouloir traduire en anglais, et c'est pas forcément bon, et c'est encore pire quand vous avez en fait des groupes d'apprenants, parce que moi ça m'arrive, par exemple en ce moment j'ai une classe 1.2, j'ai une élève russe, ou même des apprenants qui parlent plutôt bien anglais en réalité, qui ont peut-être un niveau C1, C2, et j'ai des élèves qui parlent pas très bien anglais, j'ai des japonais qui parlent pas super bien anglais, un Brésilien notamment aussi qui parle pas super bien anglais, et donc si je commence à traduire en anglais, pour mon apprenante qui elle a envie, parce que quand vous traduisez en anglais, c'est pas vous qui, bien sûr vous pouvez faire autrement, hein, mais c'est souvent que des apprenants ils ont envie que vous traduisiez, parce que ça va les rassurer, parce que ça sera plus rapide, vous n'allez pas perdre 10 minutes à expliquer des trucs, etc. Mais à côté, les apprenants qui parlent pas anglais, ils seront toujours autant perdus en fait. Donc dans les cours en groupe, c'est un gros piège de traduire en anglais. Bref, ce que je vous conseille de faire plutôt, pour faire comprendre du plus grand nombre, sans faire de jaloux, c'est bien sûr de dessiner si vous le pouvez, si vous êtes assez fort là-dedans. Pas besoin d'être un expert, hein, mais juste dessiner simplement. Des fois, ça peut aider. Cherchez sur Google, ça c'est la chose que je fais le plus. Même s'il y a un truc qui vous paraît tout bête, moi je n'hésite pas à abuser de Google Images. Même quand il y a des synonymes de mots, pour étayer et donner plus de vocabulaire à vos apprenants. Il n'y a pas si longtemps, par exemple, j'ai expliqué le mot les jumeaux, pour expliquer que c'était les twins, donc un jumeau, les deux enfants qui naissent en même temps, et jumelles au féminin. Et bien pour expliquer que les jumelles c'était aussi un autre mot, et bien j'ai tapé sur Google Images les jumelles, et ils ont compris. Et parfois vous faites le geste, hein, vous faites le geste de la jumelle, ils comprennent pas forcément toujours ce que c'est. Alors que quand vous montrez l'image, tout de suite ils comprennent. Et ça c'est quand même vraiment pas mal, parce que ça donne un contexte aux explications. L'autre technique c'est de faire bien sûr des gestes ou des bruitages. Moi ça marche bien, et même aussi pour expliquer la prononciation, ça marche très bien. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était, je sais plus quel mot c'était exactement. Par exemple, allez, c'était pas ce mot-là exactement, mais des œufs, par exemple pour un œuf, des œufs, je voulais expliquer la prononciation à une élève coréenne.
et cet élève n'arrivait pas à dire les E, elle disait les U, les OU, ou quelque chose comme ça, les OU, les U, je sais pas. Et j'avais beau lui faire répéter, répéter des U, des OU. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bruitage, je me suis tenu le ventre et j'ai fait comme si on me tirait dessus avec un pistolet. Imagine, on te tire dessus, boum. Et là, elle dit, ah d'accord, c'est comme ça, des Et du coup, elle arrivait à le refaire en faisant le bruitage. Alors, ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais elle arrivait à bien refaire le mot, à bien faire la bonne prononciation. Donc, c'est quand même très très efficace. La quatrième chose, c'est d'utiliser des synonymes, comme je viens de vous le dire. Par exemple, s'il y a un mot trop compliqué, n'hésitez pas à donner le mot qui ressemble à l'anglais et aussi à l'écrire, bien sûr, sur un document pour faire le lien entre la prononciation et le mot que l'apprenant va voir. Je vous ai donné des exemples ici, à tout écrire avantage, en plus sur Google Doc, pour bien faire le lien entre les deux. Et des fois, voilà, des mots comme surtout, qui sont quand même importants, hein, que les apprenants doivent connaître, donner des mots comme en particulier, hein, in particular en anglais, voilà. Attention parce qu'il y a des faux amis aussi, especially, c'est pas spécialement, mais bon, ça peut être intéressant aussi de faire le lien avec les langues maternelles des apprenants, pour leur expliquer qu'il y a des amis transparents, des mots transparents, et des faux amis. La quatrième technique, alors ça c'est plutôt, on a vu tout ce qui était compréhension, maintenant on va un peu tout ce qui est production, écrite et orale. Surtout pour la production orale, c'est très important au niveau débutant total de donner de la matière à vos apprenants. Parce que souvent, si vous les laissez se débrouiller, non seulement ils vont pas avoir assez de vocabulaire, donc ils vont regarder un peu trop sur les traductions, sur Google Traduction ou des dictionnaires en ligne, ce qui n'est pas forcément toujours une mauvaise idée si on veut chercher un mot ou deux comme ça, mais si on veut chercher chacun des mots, ou carrément ils veulent utiliser le scan de leur téléphone pour scanner tout ce que vous leur mettez, si vous mettez une consigne au tableau par exemple, ils vont, ou sur un écran, l'écran blanc là sur Zoom, ils vont tendance à tout scanner avec leur téléphone pour essayer de comprendre des trucs, et ça c'est pas du tout une bonne idée. Alors moi ce que je conseille de faire c'est donner des listes de vocabulaire, pour ça il y a Abdou de Flippies qui le fait très bien souvent hein, dans ses productions orales. Vous voyez là on a un tas de mots comme ça avec des petites icônes et ça va aider l'apprenant à comprendre et à utiliser ces mots-là pour faire de la production orale. Ça va permettre non seulement aux apprenants de ne pas rester bloqués, ça va les aider à parler davantage, à enrichir leur vocabulaire parce que souvent quand vous demandez aux apprenants de parler sans ce genre de petite liste de vocabulaire, eh bien ils vont utiliser tout le temps un peu les mêmes mots finalement et ça va pas du tout les aider à être plus à l'aise à l'oral. Voilà, ça va donc enrichir leur production orale. Et ça va leur donner un peu de contexte, parce que quand vous faites une leçon sur un thème en particulier, par exemple, je sais pas moi, les loisirs, là comme ici, les tâches ménagères, etc., eh bien, par rapport à la leçon que vous venez de faire en classe, ça va leur donner du contexte. Ils auront peut-être vu un texte juste avant, une compréhension orale, et ça va donner un peu plus d'appui à votre leçon, tout simplement. Donc voilà, Abdou de Flippies, il fait ça très bien dans ses ressources. Et sinon, si vous n'avez pas ce genre de ressources, vous pouvez utiliser ChatGPT qui le fait très bien aussi. Vous demandez à ChatGPT de générer une petite liste de vocabulaire. Ensuite, vous mettez tout ça dans un PowerPoint, vous rajoutez quelques petites icônes, et ça fait une bonne liste de vocabulaire à utiliser pour la production orale pour vos apprenants au niveau A1. La cinquième technique la plus redoutable, et celle que je préfère d'ailleurs, c'est faire des jeux avec mes apprenants. Il existe en fait des jeux pour tous les types d'objectifs, et c'est extrêmement utile, surtout à un niveau débutant. Moi j'utilise des jeux pour beaucoup d'objectifs. Par exemple, quand je veux réviser un début de cours, très souvent je mets un quiz à faire avec les apprenants. Ça peut être des quiz tout bêtes hein, que je trouve sur internet, ou souvent j'utilise l'application qui s'appelle Kahoot. Je vais vous montrer un exemple dans un instant. On a aussi les jeux de rôle, donc ça c'est vraiment super, hein. J'ai montré il n'y a pas si longtemps, j'avais fait une vidéo dédiée au sujet sur comment faire des jeux de rôle en classe de FLE. Ça peut être vraiment idéal pour un échauffement, pour arriver avec vos apprenants pour commencer à parler en classe de manière ludique, ou pour travailler des situations en particulier quand vous travaillez certains thèmes, hein, comme par exemple la restauration ou les vêtements, ce genre de choses. Ça peut être pas mal de faire des jeux de rôle avec un personnage qui joue un client, je vais y arriver, un apprenant qui joue un personnage, donc par exemple le client, et un autre apprenant qui joue le vendeur par exemple. Les jeux de la grammaire aussi c'est vraiment pas mal pour réviser la grammaire, vocabulaire pour réviser le vocabulaire, et les jeux que j'appelle donc pour relâcher la pression, ça c'est pas mal en fin de cours, je vais montrer un exemple tout de suite. Alors les Kahoot, comme vous l'avez vu, c'est pas mal aussi pour réviser ce qu'on a vu, que les apprenants sont censés connaître. Moi j'aime bien faire ça. Vous voyez que là c'était un Kahoot que j'ai utilisé pour le manuel Alter Ego. On essayait de voir un maximum d'éléments comme les nationalités, les prépositions devant les pays, les mois de l'année, ce genre de choses, les noms des métiers, etc. etc. Donc voilà, Kahoot je vous recommande, c'est très ludique et ça peut se faire très bien aussi bien en ligne qu'en présentiel.
Les jeux de rôle, je vous ai donné un exemple de vidéo il n'y a pas si longtemps, donc ça c'est pas mal d'utiliser ChatGPT, il peut donner des exemples à l'infini de jeux de rôle. Ça par exemple c'est des exemples qui ont été générés avec ChatGPT. Et il y a des choses pas mal pour niveau A1, par exemple l'achat d'un billet de train ou de bus, ça peut se faire aussi niveau A1. Professeur et étudiant bien entendu. Client et vendeur sur le marché, à 1.2 ça peut le faire, coiffeur et client ça peut le faire. Voilà. Par contre, entretien d'embauche c'est un petit peu trop compliqué, c'est peut-être du B1, donc à vous de choisir, hein. ChatGPT il peut donner plein d'idées, c'est à vous de choisir ce qui peut être pertinent et ce qui peut l'être moins. Ensuite, ça c'est un jeu grammatical que j'ai fait, ça c'est une ressource de Abdou Flippies, donc ça peut être pas mal aussi pour travailler la grammaire, hein, les jeux. Ça c'est un jeu qu'on a vraiment énormément rigolé avec les apprenants. Vous demandez aux apprenants de mimer. Alors ça c'est pareil, c'est un truc qui est très bien le mime parce que vous pouvez le faire en présentiel et en ligne. Donc on avait des choses comme des actions à faire où l'apprenant il devait faire un mime inversé, c'est-à-dire qu'il commençait à mimer les phrases qu'il avait lues sur le papier, enfin sur le truc qu'il avait en face des yeux, et l'apprenant à côté de ça, il devait faire la scène, enfin il devait comprendre en fait qu'est-ce que l'apprenant est en train de faire. Donc par exemple l'apprenant il était en train de manger des spaghettis. Enfin, il mimait qu'il mangeait des spaghettis, qu'il buvait du coca, et qu'il faisait caca ensuite. Et ça, c'était vraiment extrêmement drôle. Alors des fois, c'est pas toujours facile d'arriver à mettre ça en place en ligne, mais si vous faites des cours en présentiel, en tout cas, c'est super drôle à faire pour travailler un petit peu le passé composé, ce genre de choses. Ça, c'est les ressources de Abdou Flippies que je trouve vraiment super par rapport à ça. Ensuite, moi, c'était un des jeux que j'adorais faire aussi, ça c'était un peu plus en présentiel, c'est pour travailler le vocabulaire. Donc c'était un jeu qu'on appelle le Chutomo, que je vous invite à aller utiliser, qui est vraiment très fun pour le vocabulaire. En gros, l'apprenant, il a une carte qu'il va choisir, qu'il va tirer au sort, et il va devoir faire décrire le mot qui est ici, sans utiliser les mots qui sont en rouge. Donc il va devoir utiliser des synonymes, des périphrases, il va devoir chercher dans le dictionnaire un petit peu, enfin ça va être assez intéressant pour pouvoir se travailler, se débrouiller à l'oral, sans utiliser les mots les plus évidents qu'il n'a pas le droit d'utiliser en rouge. C'est un super jeu que je vous invite à faire au niveau A1, qui est vraiment pas mal. Surtout si vous avez vu ces mots-là en classe, au préalable, ça peut être très très utile. Voilà, et les petits jeux pour relâcher la pression que j'adorais faire aussi en classe, ça c'est pareil, ça peut se faire en ligne. Je vous avais donné quelques exemples avec le Pictionary, c'était un jeu qui s'appelait donc, comment il s'appelait, Script.io, qui permettait de faire ce genre de Pictionary. En présentiel, je vous montre maintenant l'équivalent, c'est pour moi, c'est un jeu que j'ai inventé, qui n'existe pas, hein. J'ai utilisé les cartes d'un jeu qui s'appelle Dixit, et j'avais créé donc ce mini-jeu qui était vraiment extrêmement ludique, qui permettait d'avoir des équipes d'apprenants. Par exemple, si vous avez une classe de 10 élèves, vous allez faire des équipes de 3 personnes, par exemple. Vous allez faire 3 fois 3 personnes, ça va faire 3 équipes. Il y aura un apprenant qui va tirer une carte et qui va devoir décrire avec son équipe la carte en question à l'apprenant qui, lui, va dessiner au tableau. Donc par exemple, s'il a tiré la carte ici, il va devoir dire, voilà, là-dessus, il y a un escalier, une personne qui monte l'escalier, des nuages, c'est bleu, il y a de l'eau, etc. Il va devoir décrire ça. Alors des fois, il y a des images qui sont un peu plus complexes, c'est pour ça qu'ils sont en équipe aussi, parce que des apprenants qui vont être peut-être d'origine hispanophone, où il y aura des mots qui seront assez transparents avec l'espagnol, et d'autres apprenants qui auront un peu moins de vocabulaire pour décrire les images, mais ça dépend de la langue maternelle des apprenants. En tout cas, c'est vraiment un jeu extrêmement simple, extrêmement fun à faire, et qui permet de relâcher la pression en fin de cours. Voilà, donc tout simplement, là j'ai mis 2 équipes, ça peut être 3 équipes, un apprenant qui dessine, les autres qui décrivent l'image, et ensuite à la fin, vous allez donner une note sur 10 pour les équipes. Par exemple, la première équipe, elle va dessiner ce qu'elle a sur la carte, et on va voir si cette carte, par exemple, qui a été dessinée, elle ressemble à l'original, qui est celle-ci. Et donc moi, je montre la carte à l'équipe d'en face, et je dis à chaque apprenant, notez sur 10 le dessin qui a été fait au tableau par rapport à la carte qui est présente. Et donc les apprenants ils vont donner une note, par exemple 5 sur 10, 6 sur 10, 5 sur 10, etc. Et vous allez prendre après la moyenne de ces notes-là, vous allez donner une note, par exemple 5 sur 10, et l'équipe d'en face, elle va avoir aussi, les autres équipes vont avoir aussi une note, et ensuite vous allez continuer le jeu jusqu'à cumuler les points. À 5, vous allez rajouter 7, par exemple si la prochaine carte ils ont 7, et l'équipe qui a le plus de points à la fin a gagné le jeu. Donc c'est vraiment extrêmement ludique, et je vous invite vraiment à faire ça avec vos apprenants en classe de FLE. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo sur comment enseigner au niveau A1. Je vous ai donné plein de petites astuces et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez d'autres questions par rapport à comment enseigner niveau A1. Je vous rappelle que la formation Le Caméléon FLE est disponible
encore pendant 5 jours jusqu'au 13 avril 2023 à 23h59. Profitez-en. C'est une formation qui est extrêmement intéressante pour vous aider à comprendre en profondeur les besoins et les goûts de vos apprenants, pour fidéliser davantage d'apprenants et, par conséquent, augmenter votre chiffre d'affaires en ligne. C'est l'objectif final, comme vous le savez, qu'on veut tous en fait en tant que prof de FLE, c'est avoir plus de succès, et cette formation va vraiment vous changer la vie, parce que ça a été le cas pour moi depuis 2019. J'ai tout raconté d'ailleurs avec cet expert avec qui je me suis allié pour vous proposer ce produit, donc vraiment j'espère qu'il va vous plaire. N'hésitez pas, c'est encore dispo pendant 5 jours. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain contenu sur la chaîne YouTube. C'était Jérémy, ciao, bye bye.